On ne développe pas une ville avec du pavé. C'est une mauvaise politique. Bon. Nous avons tous voyagé. Nous avons vu, les pavés sont faits pour les routes secondaires afin de réduire les vitesses. Bonjour, est-ce qu'on développe une ville avec du pavé ou pas? Bienvenue sur la chaîne, tu t'apprêtes à suivre un débat intense entre un professeur de physique à l'université de Douala et un politicien dit de l'opposition, mais qui dans son discours fréquente beaucoup ceux qui gèrent le pays. Est-ce que c'est bien ou mal? Ils vont quand même avoir des points de convergence, mais beaucoup plus de points de divergence sur des projets tels que le lampadaire, l'Hamatan, c'est-à-dire la descente des aires sèches venant du nord vers le sud. Ils vont, entre autres, revenir sur de gros sujets, scandales politiques, pour montrer comment l'expertise universitaire n'arrive pas toujours à s'accommoder de la gestion de la cité. Je vous invite à vous accrocher et à suivre le débat jusqu'à la fin pour en tirer beaucoup. Le professeur Robert Biaka montre encore la place de l'intellectuel dans le développement de la société. Allez, suivez-le. Ce matin, professeur Robert Biaké. Bonjour, professeur. Bonjour, madame Massana. J'ai toujours des problèmes à prononcer ce nom. J'ai même failli vous taquiner très tôt. Je me disais que vous sortez de quel village? Alors, Marie-Flore Amassana est du Mbam Inubu. J'aime poser cette question parce que la notion de tribu est devenue délicate. Or, c'est le plus beau cadeau que nous avons. Quand nous prenons un peu notre époque, la tribu est un facteur de taquinerie et qui resserrait les liens, comme c'était Bamileke, vous dites ceci, vous êtes bassin, on dit, entre enfants, et ça vous pesait de la blague. Mais aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un, vous êtes d'où, il devient un peu méfiant. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai tellement d'amis de votre famille du Mbam, et même un chef de chez nous. Précisément du village Kedia, par Bokito, et Yakan, de par ma mère, par Bafia. En tout cas, tout ça, il faut traverser Bafia. Non, et voilà mon oncle, un notable, en face de Yakan. Bon, si vous êtes notable, mon dernier ami, il n'y a pas un mois, on a beaucoup sympathisé, et certainement j'irai à Bafia pour des activités. Le chef s'appelle Ngon Martin, peut-être vous le connaissez. Oui, oui. Est-ce que vous avez pris l'autorisation chez le notable avant d'entrer à Bafia? Je ne suis pas encore entré, j'ai dit que certainement. Il faut prendre le visa d'entrée à Bafia. On l'appelle depuis poste chef, il dit qu'il veut faire la radio. Peut-être profiter de l'occasion pour faire un clin d'œil aux populations de Kedia. C'est un très très beau village si vous avez la possibilité d'aller. Je passe par là pour aller chez moi. Voilà. Ou alors arrêtez-vous à Yakan. Il y a Yakan 1, Yakan 2. Le beau village du monde. Chacun a dans mes recherches, j'ai tous ces noms de villages là. Et tant mieux si je fais la connaissance de certaines personnes parce que nous devrons construire ce Cameroun. Et j'aurai besoin de vous. Parce que le gros problème qu'on a, c'est l'implication des populations dans la réalisation des projets. Vous ne pouvez pas venir installer quelque chose, même s'il lui est utile, sans lui expliquer, sans l'impliquer. Donc, forage, projet d'électrification. Oui, je vais vous prendre un exemple un peu tout bête. Vous savez, à l'époque, nos parents allaient dans la brousse pour faire leurs besoins. C'est-à-dire qu'un papa, on ne devrait pas savoir s'il allait se soulager. Il s'éclipse et puis... Oui, et puis il revient. Subitement, vous apportez des toilettes modernes où il doit sortir de son salon pour aller... Il sera réfractaire. Non, beaucoup. Je vous dis, ça a pris de la peine pour que les gens acceptent. Parce qu'un papa ne comprend pas que son fils va le voir entrer là où... endroit. Donc, que les cultures... Mais aujourd'hui, on annonce même qu'on va... Là. Mais au nord, c'est grave. Quand on a voulu implanter, par exemple, ces fameux forages-là, on dit que les femmes parcouraient 10 km pour aller. Mais vous les planez, vous détruisez le fonctionnement sociétal. C'est-à-dire que les femmes s'essuyaient 10 km, qu'elles faisaient leur Congossa, qu'elles faisaient tout ce qui leur était, qu'elles avaient une partie de liberté. Elles s'évadaient un peu. Maintenant, du jour au lendemain, vous venez leur restaurer. Perturber leur biotope. Leur biotope, quand vous perturbez. Coco. Emmanuel Coco a fait, il a fait l'école. Perturber il est allé à l'école. Et il a fait l'école. Je n'ai pas fréquenté. Non, ce qui fait que, bon, il est très important que dans tous les projets, dans toutes les réalisations, les populations concernées soient impliquées. Et parlant plus, on voit des gens marcher dans la rue, parler seuls. On voit des gens dans de gros véhicules, mais avec un visage attaché, fermé, serré. Anxieux. Oui. Pourtant, on a l'impression que c'est dans cette grosse voiture qu'il y a le bonheur. Mais que non. C'est d'abord un constat. Maintenant, il faudrait essayer d'expliquer pourquoi. Oui. Quand vous ne pouvez pas payer votre facture d'électricité, madame, vous êtes ici, mais vous tremblez, vous n'êtes pas sûr que vous allez trouver l'électricité chez vous. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas l'argent pour payer. Vous commencez à réfléchir chez qui vous allez trouver. Vous êtes dans une grosse voiture, bon, excusez-moi d'être un peu excessif. Vous-même, vous savez comment vous avez fait cette voiture parce que rien n'explique que dans votre position, vous avez une voiture de 100 millions. C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes seul à intérioriser les causes de vos difficultés. Pour ceux-là, pour ceux qui ont les grosses voitures, ils sont les seuls à comprendre les causes de leurs difficultés. Pour les autres qui parlent, c'est le quotidien qui devient leur problème. Je ne sais pas si je vais envoyer mes enfants à l'école. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Ce qui fait que ça devient extrêmement difficile pour eux. Je vous dis, madame, faites un sondage par observer. Même dans la voiture, vous verrez que des gens, les mains bougent.
Ouais, mais chez nous, les chercheurs, c'est vrai, parce qu'on est en train, la tête est en train de courir sur nos problèmes. Mais quand vous regardez la femme au marché, parfois, le Camerounais est devenu très agressif. Ah oui. Poser une question à quelqu'un, moi j'ai perdu l'habitude. Bon, dans notre éducation, il fallait dire bonjour quand vous arrivez quelque part. Bah, vous dites bonjour, dites que ça te concerne. Ouais, j'ai dormi avec toi. Bon, mais il ne te répond même pas. Le seul regard est suffisant pour faire comprendre qu'il n'est pas de bonne humeur ce matin. Donc, tout ça, c'est des problèmes qu'on devrait prendre en compte dans les études que nous faisons. Parce qu'il n'y a pas qu'au Cameroun. Hein. Le problème que je pourrais dire, c'est qu'au Cameroun, peut-être, on ne prend pas ça à cœur. Vous irez en France, vous trouverez les mêmes problèmes. Ils ont appelé ça burn-out. Vous irez aux États-Unis. Mais au moins, on est conscient, on essaie de voir comment y trouver des solutions. Ce serait aussi intéressant que chez nous, on essaie de voir comment avoir des solutions pour anticiper ou bien pour réduire. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas les effacer, mais on peut réduire. Et autre problème qu'on rencontre dans la partie septentrionale de notre pays, eh bien, c'est cette vigilance élevée dans le septentrion, un vent sec du Sahara. On a de nombreuses conséquences de ce côté. Des mesures sont prises, mais est-ce que ces mesures seront suffisantes pour protéger les populations? Madame, vous entrez un peu dans un domaine qui est le mien. Et c'est un phénomène naturel, vous ne pouvez rien. C'est l'harmattan, puis du vent de sable qu'il y a la période. C'est-à-dire que c'est les mouvements d'air qui viennent. La seule chose qu'on puisse faire, c'est les prévenir, parce que par des méthodes de calcul, de prévision satellitale, on sait que par cette période, il y a, et qui viennent de très loin, ça peut venir depuis le Maroc. En traversant le désert, ça s'intensifie, lié à plusieurs facteurs atmosphériques. Quand vous allez traverser la forêt, il y a des arbres. Qu'est-ce que les arbres vont faire? Ils vont atténuer le mouvement des masses d'air. Bon, je ne veux pas entrer, je vous ai dit quand vous êtes d'accord pour moi, les arbres vont atténuer. Mais quand vous traversez le désert, qu'est-ce que vous faites quand le vent arrive? Qui est lié au mouvement de rotation de la Terre. Et le mouvement de la rotation de la Terre est lié au mouvement, provoque le mouvement des marins, des courants marins. Tout ça se fait dans un mélange de telle manière que le courant d'air qui traverse le désert n'a pas d'arbre, mais il y a le sable. Donc, il va porter ce sable qui va traîner jusqu'au nord du Cameroun. Pourquoi il s'arrête au nord du Cameroun? Parce que nous arrivons dans la zone sahélienne. Ça ne peut pas descendre au sud parce que nous avons des arbres, sera atténué. Donc, ce qu'on fait théoriquement, en fait, ce qui est proposé, il faut d'abord anticiper. On sait que dans une semaine, et nous ne pouvons pas parce qu'il faut avoir des modèles de calcul excessivement puissants. Bon, ceux qui le font, vraiment, je ne voudrais pas trop entrer dans les détails. Nous devons avoir les modèles de calcul très puissants de prévention météorologique. Ce qui fait qu'on peut savoir que dans un mois, parce qu'il y a une différence entre prévision et prédiction. Prédire, ça veut dire qu'en fait, il y a des chances que ça vienne. Donc, on peut faire une prédiction sur un mois, sur un an, sur 2 ans. Au fur et à mesure que le temps se réduit, on va vers la prévision. C'est-à-dire que dans 3 jours, il va pleuvoir à Douala. Si vous savez que dans 3 jours, il va pleuvoir à Douala et que vous connaissez l'intensité de la pluie, parce que tout ça, ça se calcule, vous prenez des mesures préventives pour éviter. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie. Vous ne pouvez pas arrêter le vent. Ça, c'est d'abord la première chose qu'on devrait faire. C'est d'abord savoir que ça pourrait arriver et quels sont les dégâts que ça pourra causer. Par exemple, il y a la santé des enfants qui respirent. Est-ce qu'il y a par exemple des techniques de traitement qu'il faudrait envisager de retrait des populations? Par exemple, on dit que n'envoyez pas les enfants à l'école. C'est aussi simple que ça, ou bien mettez les masques. C'est des petits détails. Vous ne voyez pas en pollution de l'air. Donc ça provoque ce qu'on appelle des maladies pernicieuses. C'est-à-dire qu'un enfant qui a respiré cet air du vent là, pour vous, ça a l'air de rien. Mais l'impact, c'est dans 15 ans. L'impact, c'est dans 15 ans. Vous voyez un enfant qui a des difficultés cognitives parce qu'il a eu ça. Vous croyez que votre enfant est bête. Vous avez des enfants qui traînent des maladies pulmonaires. Vous dites que c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Son oncle au village. Donc, c'est des petites informations que je pourrais apporter à ce niveau-là. Je rappelle que face à cette situation, eh bien, le ministère des Transports recommande de limiter les ajustements de vie sociale. Tout à l'heure, vous êtes arrivé lorsqu'on évoquait ce drame survenu au quartier Nkolbison à Yaoundé, cette femme qui s'est donné la mort et a tué ses 3 enfants. Quelle lecture faites-vous, professeur Mbiaké Robert? Je rappelle que vous êtes physicien à la base, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Douala. Oui. Bon, puisque je fais partie de la société dont je pourrais avoir un point de vue, ce n'est même pas un drame, c'est une tragédie. Il faut faire une différence, c'est une tragédie. Et le problème, c'est qu'il y a plein d'hypocrisie qui s'est installée. Il y a plein d'hypocrisie qui s'est installée dans notre société. Tout le monde se lamente, tout le monde crie. Entre-temps, on a un téléphone qui est en train de filmer pour faire le buzz. À notre époque, on avait même peur d'un cadavre. C'est-à-dire que quand on avait un décès, c'était la peur totale. Il fallait être courageux pour y approcher. Mais aujourd'hui, bon, c'est normal, quelqu'un est mort, on vient, on filme, bon, puisqu'on voit, c'est moi qui dois avoir la plus belle photo. Donc, et cette personne vous dit qu'elle elle compatit. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est arrivé, c'est très regrettable. Vous pensez que c'est une forme d'hypocrisie? Oui, tout ce qu'il y a comme buzz chez moi, c'est de l'hypocrisie, il n'y a aucune sincérité, parce qu'on aurait préféré courir chez cette femme. Personne n'a pris. Quand je dis personne, on n'a pas essayé d'anticiper, parce que si on veut voir l'antécédent de cette femme, il y a des raisons qui pourraient justifier ce comportement. Nous tous, nous sommes très sensibles. Ne voyez pas des gens très costauds
parfois ils sont plus fragiles que vous ne pouvez le penser. Regardez un peu les films de guerre que j'aimais beaucoup. Vous dites souvent que le général, c'est l'homme le plus faible. Le plus faible. Je dis le général, c'est souvent l'homme. Ça se traduit quand c'est quand il doit dire au revoir. Non, c'est quand il doit dire au revoir à sa femme. Ne regardez pas les grands combats qu'il mène sur le terrain. Il pleure. Mais il pleure entre les mains de sa femme. Il pleure. C'est pour dire que nous sommes tous des êtres fragiles et on doit nous protéger. Qui doit nous protéger? C'est l'État, malheureusement. Est-ce que vous pensez que la société camerounaise actuellement est malade, entre guillemets? Non, la société est en train de la notion de société est en train d'être dévoyée. Un individualisme poussé s'est installé au Cameroun. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Les autres, on ne dit même pas les autres après. C'est moi, tant pis pour les autres. Donc voilà un peu vers où va notre société. Et moi, je pense que par rapport à ce problème qui est arrivé, il faudrait bien qu'on comprenne que notre société doit être réétudiée. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes sociaux et sociétals qu'il faudrait être analysés. Parfois, je dis à mes collègues, les thèmes de recherche à l'université, parfois, me font de la peine. Il faut choisir des thèmes, comme on dit en anglais, adressés à la population. Des recherches de ce genre devraient faire l'objet, des phénomènes comme celui-là devraient faire l'objet d'une recherche poussée et d'une communication des résultats. C'est-à-dire que, parce que parfois nos collègues font des travaux et qui sont gardés à l'université. De brillants travaux. Or, ce qui fait qu'il faudrait aller faire la collecte de ces... Parce que vous ne pouvez pas prendre une décision si vous n'avez pas la bonne information. Et l'information, qu'on le veuille pas, est le fruit d'une recherche permanente, patiente. Ce n'est pas du jour au lendemain, quelqu'un se lève, il fait un papier. Quelqu'un va vous dire, c'est depuis 10 ans que j'observe. Wow. Vous voyez que son point de vue est beaucoup plus affirmé que celui qui parle bien, qui le décrit parce qu'il a le langage feutré. Bon, non. C'est celui qui a pas. Et je passe même, excusez-moi, je suis un enseignant et je suis souvent de la peine à me retenir. Et je passe facilement souvent de chercheur à expert. C'est deux domaines totalement différents. Un expert de manière simple est celui qui est capable d'expliquer ce que le chercheur a fait. Parce que la recherche est souvent dotée d'un langage trop compliqué. Je veux parler ici en tant que chercheur, vous n'allez rien comprendre. Ce n'est pas de ma faute. Mais un expert qui a un background requis et qui a été formé pour la traduction du langage du chercheur peut vous dire en 2 ou 3 mots ce que le chercheur... Or, aujourd'hui, les experts se passent pour chercheurs. Papa. Et c'est ça que ça crée une confusion totale. Et les chercheurs qui sont de nature timide, c'est-à-dire que réservés, humbles, se trouvent un peu écartés. Et l'expert devient... Occupe l'espace. Comment? Et il devient expert parce qu'il a passé le temps sur le web, il a collecté les données à gauche, à droite, et il se met à parler. Mais justement, dans ce qu'on observe, et on en parlait tout à l'heure en off, de plus en plus TDP, et on reviendra là-dessus, mais le professeur Biaké l'a dit tout à l'heure, hein, toutes ces conséquences, peut-être pas à l'immédiat, dans 10 ans, dans 15 ans, sur nos enfants ou sur nous-mêmes. Oui, sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a 2 populations très exposées. Quand on dit les populations sensibles, c'est les personnes âgées, parce que tout le système immunitaire est fragilisé, soit les enfants, ou tout le système immunitaire aussi est en formation, donc peut facilement être atteint. Donc, et ça a les conséquences également sur les ordures. On peut faire cette analyse-là. Elle va être très géniale, la campagne. Il est on revient rapidement à l'activité extérieure, surtout pour les personnes fragiles. Porter un masque facial et si possible des lunettes de protection en cas d'exposition prolongée. Conduire avec prudence en raison de la visibilité réduite. Maintenir les portes et fenêtres fermées autant que possible. Boire régulièrement de l'eau pour éviter la déshydratation. Ce type de phénomène est courant. On en parlait d'ailleurs. Et pendant la période d'harmattan. C'est très violent. Vous avez connu ça on a connu ça l'année dernière, lors pendant les Jeux Jeux universitaires. C'était la première fois de toute ma vie, pour moi, vivant au Sud. C'est de très très bons conseils que le ministère a donné à la population. Et au-delà de ces conseils-là, il faut prendre des mesures pour l'exécution. C'est-à-dire qu'une fois que le ministre, c'est-à-dire que la tutelle a donné l'information, il faut que le relais soit assumé sur le terrain. C'est-à-dire que les gouverneurs, les préfets, les chefs de quartier doivent être sensibilisés. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. On vous dit ce qu'il y a lieu de faire. Et à un moment, nous devrons être un peu un état policier, c'est-à-dire qu'il faudrait même qu'on passe contrôler si les enfants sont sortis sans masque. Exécute. Parce qu'après, quand les conséquences sont là, on dit que le gouvernement, l'État n'a rien fait. Non. Il faudrait qu'on mette aussi... Moi, j'étais au Bénin, en matière de sécurité liée aux inondations. Ils ont un modèle. Dès que la prévision est établie, tout de suite, l'information est relayée jusqu'au chef de quartier. En vous disant que dans 24 heures, il y aura la pluie. En fonction, on vous dit, je prends un exemple, on vous dit, vos documents prioritaires, vous devez déjà les sécuriser. Diplôme, argent, ainsi de suite, c'est-à-dire que les charges... Ouais. Donc, de telle manière que les conséquences ne sont pas éliminées, mais on fait un effort de les réduire au maximum. Et parlant de... Marie-Flore, bonjour à tous les... Fils de Nuleido. Bonjour à l'enfant terrible de Nuleido. C'est un grand plaisir d'être là. Je voudrais m'acquitter de 2 devoirs. La première, c'est le retard. C'est indépendamment de ma volonté, bien entendu, Emmanuel Coco. Vous l'avez dit un peu tantôt, c'est du carrefour Agip, il y a une tension. Et c'est pour ça que ce matin, je me suis dans cette tenue-là, parce qu'il fallait qu'on règle. Expliquer très simplement. Oui, en français facile. La SCDP n'a pas communiqué suffisamment avec la ville sur 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'on va essayer de paver un peu l'autoroute, la sens qui va du côté du cinéma Paradis pour aller vers SCDP. On veut la paver, c'est-à-dire qu'on a enlevé
complètement à l'heure actuelle le bitume pour la pavée. Ce qui restait du bitume. Ce qui restait du bitume, ce qui est la pavée. Merci, Et je Richard, dis pour la que- précision. Je voudrais d'abord préciser qu'on ne développe pas une ville avec du pavé. C'est une mauvaise politique. Bon, de grâce, dans 3 mois, on va régler cette équipe-là et on va restituer la ville. Ah, dans 3 Bien. mois, il y aura élection. Dans 3 mois, on va les convoquer restituer. le corps électoral. C'est pas le débat, D'accord. mais Emmanuel Coco, C'est je sais toi que qui as vous avez les avocats défenseurs de cette présentation. La deuxième, donc, ils n'ont pas communiqué. C'est une annonce forte, hein. Et puis, je voudrais donc expliquer aux Camerounais ce que c'est. Je peux ajouter La quelque SCDP a... Avec votre, je voudrais Oui. ajouter quelque chose sur les pavés. Donnez-moi juste une seconde, le temps, sœur Robert Ndiaké. C'est vrai que Hilaire revenait un tout petit peu sur la situation au niveau de la SCDP. Non, pour peu des Douala. explications. Vous savez, quand on a l'information, on prend les dispositions adéquates. La ville est dans un centre qui se trouve à Kwaïbonando au Bali, et puis les populations habitent pour la plupart d'Eido, Apano, Bounamoussa. C'est un mouvement oscillatoire en permanence au quotidien. Et donc la fluidité de ce mouvement oscillatoire se fait avec les moyens de transport. Il s'avère que l'élément qui véhicule le carburant dans toute la ville se trouve à l'intérieur de la ville, ce qui est une aberration aujourd'hui. En principe, elle doit peut-être là, mais bon, c'est un autre débat. Et il s'avère qu'à partir de ce moment-là, on a deux sites d'enfûtage. On a de ce côté, pour ceux qui connaissent bien la ville de Douala, en venant d'Adouanda de Pavé, et de l'autre côté, de Douala 3e, pour enfuiter. Alors les camions doivent avoir une diligence. Quand les marketeurs vous donnent le bon, vous devez être là à 7h ou à 7h30 pour prendre dans son stock et afin d'aller livrer les stations-service. Alors cela crée en ce que la concurrence oblige que, une fois que vous avez reçu le bon, si vous êtes transporteur de ce marketeur, vous devez être là très tôt, sinon vous pouvez perdre le contrat. Je fais sommaire comme ça pour maintenant. C'est l'absence d'information pour la ville qui fait les travaux et pour la RDFC qui devait indiquer au marketeur quel est le site d'enfûtage. Voilà les deux problèmes et ce phénomène crée les embouteillages. Alors j'ai dénoncé le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas développer une ville par les pavés et je pense que le prof voulait intervenir. Voilà les deux informations que je voulais apporter. Mais après on peut développer tout parce que c'est mon secteur d'activité. Professeur Robert Ndiaké, justement en parlant des pavés, c'est là où vous voulez rebondir. Lorsque Hilaire Zipan a dit on ne peut pas développer une ville avec des pavés uniquement. Ce n'est pas qu'on ne peut pas développer une ville avec les pavés. Le problème, à quoi servent les pavés? Nous avons tous voyagé. Nous avons vu, les pavés sont faits pour les routes secondaires afin de réduire les vitesses. Les pavés, c'est pas pour la grande circulation. En fait, c'est pour le quartier. Non, c'est pour les entrées. C'est pour les quoi? entrées C'est pour la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre l'utilité du matériel qu'on a. Ben, je ne vais pas dire ça parce que Emmanuel Coco qui a des amis aura des PC vont dire Non, que je n'ai pas non, bien fait. moi je vous donne des raisons scientifiques. Le débat politique ne m'engage pas. Je dis, les pavés ont pour objet d'amener le conducteur à réduire sa vitesse de circulation. Parce que dans les rues, vous avez des enfants qui traversent donc à 40, Ou qui 60 jouent à l'heure. parfois. Oui, à 40 à l'heure, vous pouvez freiner votre voiture. Ça, c'est la première raison des pavés. Il y a des pavés esthétiques, c'est-à-dire que c'est de l'art pour embellir la ville. Quand vous arrivez, j'aime pas beaucoup parce qu'on dit toujours Paris. Quand vous arrivez à Paris, vous arrivez, c'est de l'art, c'est-à-dire que c'est des artistes qui ont fait avec de la pierre. Pour ceux qui- Là, c'est pour le côté esthétique, c'est-à-dire que esthétique de vous la voyez, ville. quand même, vous voyez, c'est beau à voir. Et vous n'allez pas faire 80 km en plein cœur de Paris. Vous comprenez? Ouais. La troisième chose qu'il faut dire, quand vous mettez les pavés sur la grande circulation, allez demander aux automobilistes, ils travaillent. Votre voiture se dégrade. Parce que Oui, avec ça ça, se c'est du dévisse. bruit. Vous avez- donc, c'est pour vous dire l'incongruité de ces pavés sur l'axe central. Ça peut être utile. La troisième chose qui est regrettable, là encore, c'est le physicien qui parle. Vous ne pouvez pas dire que le socle géologique qui porte varie entre deux zones. Vous avez ici le goudron, ici vous avez le pavé. Qu'est-ce qui justifie? La conséquence que vous allez observer, c'est qu'au point de jonction, il y a toujours la discontinuité, c'est toujours cassé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié le phénomène. La nature du matériau qui a été utilisé pour les pavés n'est pas la même pour les bitumes. Donc vous devez faire une étude pour le croisement. Ce n'est pas une linéaire, c'est-à-dire une discontinuité. Si vous vouliez le faire, vous devez étudier de telle manière que le croisement se fasse de manière continue et que le choc soit le même pour la densité de la matière qu'il y a. C'est pourquoi je dis que c'est un peu de la science. Bon, c'est des précisions. Bien, que mais nous, on nous a fait savoir, docteur Ndiaké, oui, Hilaire Zipan, professeur, pardon, que c'est la qualité du sol Oui, qui qui impose, impose. qui impose l'utilisation des pavés à Nous sommes au Douala. littoral. Bon, vous savez, j'aime bien ça là. J'aime bien souvent ces discussions. On va de vite se cacher derrière la science pour justifier l'injustifiable. Allez demander aux aux climato-hydrologues. Oui, parce que ça, vous allez voir que Douala est un sol plat. D'accord? Partout où vous verrez des ravins, on va vous dire qu'il y a un fleuve qui est passé là il y a 100 ans. Vous êtes d'accord? On n'a pas Oui. besoin de... Oui. Pour le résoudre, ce n'est pas en mettant les pavés, vous avez deux solutions. Soit vous faites un remblage qui retrouve le niveau, parce que sinon vous êtes obligé de creuser. Un peu comme à PK8. Oui, je vous dis partout à Douala où vous verrez, vous verrez un petit ravin comme celui-ci. Vous entrez dans comment on appelle la climato-hydrologie, bon, climatologue, ils vont vous dire que là, d'après l'histoire du climat, il y a eu un fleuve, un cours d'eau, ainsi de suite. Donc la nature du sol n'est pas la même entre cette position et celle qui est un peu en haut. Ben, je rappelle en passant que là, j'entre dans un peu de débat. Vous savez, le politicien a besoin de l'information des spécialistes, mais il a besoin de la décision. Il y a une direction des études à la communauté urbaine qui engorge beaucoup de budget. La question, Et c'est il y de a beaucoup savoir de- est-ce qu'on a beaucoup consulté, d'experts. est-ce qu'on a consulté ces gens-là pour prendre les décisions. C'est ce que nous allons rectifier quand nous serons Et là. ce que je voudrais proposer, ça fera partie. J'en ai pris l'autorisation près de ma hiérarchie pour dire que l'université de Douala, je parle de Douala, devrait être le principal cabinet d'études, de consultance, de tous les travaux. Le budget de la communauté urbaine, en ce qui concerne la direction des études, je vous donne le budget, c'est 1,7 milliard de francs CFA.
par an. Engloutis dans les études. Parce que si l'université de Douala... Et on a des tout ce que- professeurs qui peuvent le faire. On a des étudiants, parce que l'outil que Même vous avez des étudiants, c'est pour les définir. Non, les professeurs qui peuvent vous produire. Vous prenez une ville comme Dakar, c'est d'abord les études faites par les universitaires avant la décision politique. parce que C'est ça la difficulté au Cameroun. Le Cameroun, c'est qu'on a écarté la norme et on a normalisé le cas. Vous voyez un enseignant qui est en laboratoire, vous lui apportez un problème, il n'a pas la solution. Il ne faut pas dire qu'ils sont... Il va envoyer ses ouvriers qui sont ses étudiants. Vous pouvez faire un travail de recherche sur 2 ans. Parce qu'il voudrait sortir des éléments déterminants pour faire une réalisation. Un cabinet ne va pas le faire. Donc nous voulons insister que l'université est le lieu par excellence pour mener des études ou bien des contre-études. Ben, il y a un docteur à la tête de la communauté urbaine, non? L'esprit en planification. Donc c'est juste, en fait, c'est la pression que je voulais Non, apporter c'est par tout. rapport. Non, c'est pas le moment des campagnes. Mais qui est très, très intéressante parce que nous, on ne connaissait pas. Très enrichissant. Ben voilà. Moi, ce que j'ai appris, C'est ça la radio citoyenne Balafon. Les C'est ça, la pavés, radio c'est pour citoyenne. les rues secondaires. Oui. Premièrement, c'est pour réduire la circulation parce que là, vous Et n'avez il y a un autre phénomène, c'est que Pardon. ce que le problème dit, parce qu'il y a un autre phénomène, c'est qu'en permanence, on ne peut pas stabiliser dans la jointure des pavés la poussière qu'on met à l'intérieur, parce que c'est du sable qu'on fait en termes de jointure. Donc ça soulève de la poussière en permanence. Et allez voir les commerces qui sont tout autour des rues pavées, vous allez voir qu'il y a en permanence de la poussière. Et là, il a donné la conséquence sur les enfants qui vont à l'école, qu'est-ce qu'ils vont aspirer. Et il y a des conséquences également sur les aliments que nous vendons, qu'est-ce qu'on mange. Il y a des conséquences maintenant sur la santé, comment on se trouve. Et on va se retrouver avec des phénomènes qu'on n'expliquera pas. Et on aura donc les grandes agglomérations du ministère de la Santé qui viendront nous expliquer sur la magnanimité du chef de l'État. Je m'arrête là. On va revenir sur les transports parce que j'ai l'impression qu'il est sorti en mode puisqu'il sort de la S sur la situation au niveau de la SCDP parce que vous l'avez dit, il y a 2 problèmes majeurs à cet endroit. Le premier problème, ce sont des travaux qui ont démarré à cet endroit, pas beaucoup de communication, beaucoup arrivent et découvrent qu'il y a des bouchons. Et la deuxième raison, c'est au niveau de la SCDP et ces camions qui sont stationnés. Ben, elles sont stationnées parce que ça demande du sens oscillatoire du chargement. C'est-à-dire qu'on peut vous dire que vous chargez plutôt à SCDP, vous chargez plutôt du côté de Mbopi. Pour nous qui connaissons les jargons, les tinglétiens, les chauffeurs savent ce que c'est. Quand vous chargez du côté de la SCDP, ça veut dire que vous devez prendre cette ligne-là pour entrer dans la SCDP. Tout dépend donc du stock que nous avons en disponibilité pour charger les camions. Est-ce que nous avons du gazole, de l'essence? L'orientation s'est faite. Alors on aurait dû, et ça c'est la proposition, renvoyer plutôt le chargement complètement au niveau de Mbopi afin de désengorger pour faire des travaux. Alors vous voyez qu'en même temps on fait les travaux, en même temps les camions sont obligés de marcher sur les travaux pour aller faire le chargement. Donc c'est une cacophonie d'organisation dans laquelle je ne comprends pas trop bien. Parce que pour la plupart, les sociétés qui obtiennent le bon du démarrage des services n'ont pas fait de cohésion ou n'ont pas fait de collaboration avec les sociétés qui travaillent ou les entreprises qui sont dans le coin où les travaux ont été faits. Vous prenez à l'heure actuelle l'entrée de la gare de Bessenguer, c'est complètement bouché depuis ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y a les travaux de pavés qu'on veut mettre pour entrer à la gare. Donc vous voyez que c'est des démarches de clarification au niveau des radios. Or, nous avons des radios citoyennes. Nous, au-delà de Balafon, il y a des entrées concurrents qu'on pourrait utiliser pour informer les Camerounais. Imaginez que vous sortez avec un délai de temps très précis de chez vous dans un chronométrage très précis. Vous tombez dans un embouteillage. Ou avec un malade. C'est terminé, les rendez-vous sont finis. Alors vous avez le malade, après vous avez les enfants, et il y a de retard partout. Donc une ville, ça s'organise, une ville, ça se discipline, une ville, ça se planifie. Et il faut des hommes responsables. Et lorsqu'on parle de cette ville qu'on veut bien vivable, il y a ces trous partout. On creuse partout. Et on ne referme pas, professeur Mbiaké Robert. Est-ce qu'il faudrait communiquer avant, essayer d'expliquer un tout petit peu aux populations ce qui se passe, mais également refermer ce qu'on ouvre? On pue, même on laisse là. C'est-à-dire, Qu'est-ce que je voulais vous dire? On ne respecte pas le citoyen, c'est tout ce que je peux dire. on ne respecte pas le citoyen. Oui, c'est tout. L'opération libérale est au toit. Et pendant ce temps, on parle bien sûr d'énergie solaire. Je suis sûr que vous reviendrez pour ce sujet, puisque là on est pris par le temps. Mais on va au moins le commencer, on va au moins le démarrer, parce que c'est la raison de Hilaire Zipan ce mercredi. On connaît les lundis d'Hilaire, peut-être pas les mercredis de Hilaire Zipan, mais là il est là ce mercredi face au professeur Mbiaké Robert. Je rappelle que vous êtes physicien, vous êtes enseignant à l'université de Douala, et vous êtes revenu sur l'origine et l'évolution de la problématique des lampadaires solaires. Vous nous avez interpellé, Balafon notamment, à la suite de la sortie de la CVUC concernant ces lampadaires. Peut-être commencer par Hilaire Zipan pour ceux qui n'ont pas. C'est peut-être lui qui dira. Bon, non, d'abord, planter seulement le décret chronologique. Les CVUC prennent essor dans notre collaboration avec l'arrivée à la direction de cette association d'Augustin Tamba en décembre 2021. Nous avons participé à ce que Augustin Tamba, qui est maire de Yaoundé 7e, puisse arriver à la tête de cette association. Premier élément. Deuxième élément, il arrive avec un programme en disant donc je veux faire alléger les factures d'électricité au niveau de l'éclairage public payé par les communes. Voilà comment on se retrouve dedans. Et à l'intérieur, il y a donc une société qui nous contacte, qui s'appelle Sona Design, et donc qui prend langue avec nous. Et donc à partir de là, donc, tout s'enclenche. Donc c'est les CVUC qui ont porté le projet au départ, sauf que c'est une association, et nous ne pouvons pas engager l'État. On est donc obligé d'aller vers l'État, et un département ministériel doit pouvoir. Je fais sommaire comme ça pour que le prof comprenne très bien comment on se retrouve dans le projet. Nul n'envie, je suis ni le porte-parole des CVUC, encore moins du gouvernement, mais je voudrais préciser parce que j'ai participé à l'élection d'Augustin Tamba au CVUC. Et je rappelle pour ceux qui ne savent pas que le maire de Douala 5e est un membre très actif de ce projet. Donc je dis Richard Fengouan. Voilà.
Professeur Ndiaké. Monsieur Lizet, je vais vous faire parvenir les deux documents que j'ai mis. C'est de la recherche, donc on met à disposition pour que les gens comprennent. J'ai été très embarrassé parce que c'est toujours ce qu'on appelle, vous savez, là je joue un peu l'enseignant que je suis, de petites questions qui vont éviter trop de débats. C'est quand la question, nous tous nous sommes d'accord sur la réponse, ça facilite le débat. Oui. Vous vous rappelez le problème de maturation des projets au Cameroun? Oui. Vous vous rappelez? Tout à fait. Et vous voyez que la quasi-totalité de nos projets ont échoué parce qu'ils n'ont pas été maturés. Je ne veux pas le citer. Le projet des lampadaires solaires, ça part. Je prends l'exemple que nous tous nous voyons. Vous connaissez le boulevard de la Liberté? Oui. Qui part du 4e au... Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui attire votre attention là-bas? Les panneaux solaires. Les panneaux solaires. Faites pas la de à l'époque de monsieur Tonen. Non, Non, en fait, je mets de l'eau dans le moulin pour que actuellement, il fonctionne. Actuellement, Actuellement, il fonctionne à quoi? Actuellement, là, ces panneaux-là fonctionnent à quoi? Les amis, vers 2014. Si je me trompe. Oui. Et quand on les met en plein cours, j'ai dit à mes étudiants, c'est mauvais, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Ouais, je vais vous expliquer. J'ai dit que ça ne peut pas marcher. Il m'a dit, je leur ai dit, je leur ai dit, vous voyez l'inclinaison des panneaux. Là, cette fois-ci, je veux parler en français scientifique, mais très facile. Et vous regardez l'inclinaison des panneaux. Ils disent que oui. Il m'a dit, c'est 30 degrés. Je leur ai dit, c'est 30 degrés. Et je leur ai dit que quand vous calculez pour Douala, c'est combien? Douala, c'est 10 degrés. Donc vous avez déjà une erreur d'inclinaison qui a des conséquences terribles. La première conséquence, c'est qu'on ne dit pas 10 degrés par fantaisie, c'est un calcul scientifique. Vous le mettez à 30 degrés. Ça veut dire que la quantité du rayonnement solaire que vous comptez prendre sera insuffisante. Parce que le rayonnement solaire qu'on prend est pour stocker dans les batteries. C'est les batteries qui vont permettre aux lampadaires de fonctionner la nuit. C'est pas pour le chou. Quand la quantité de rayonnement n'est pas suffisante pour charger les batteries, les lampadaires solaires étant prévus pour fonctionner de 18h à 6h le matin, n'étant pas suffisamment chargé, il peut arriver que vers 21h, 22h, ça s'éteigne. Vous avez dû le constater pour ceux qui étaient curieux. La conséquence, parce qu'il faut bien savoir, j'ai toujours un problème de définition pour qu'on s'accorde. Qu'est-ce que l'objectif? Quel est le but? C'est deux choses très très différentes. Quand ce n'est pas précis, vous allez à ce qu'on appelle un manque de maturation. Le but des lampadaires, c'est pour sécuriser la population. C'est pour faciliter la population. Bon, l'objectif c'est éclairer. Oui, je ne sais pas si vous voyez la différence. Oui. Le but et l'objectif. Oui, c'est très... Donc, j'éclaire. Mais est-ce que l'éclairage là assure la sécurité? Je vous dis non. Parce que le bandit est aussi intelligent que vous. Ça éclaire jusqu'à 23h. Lui va constater ça au bout d'un mois. Ah, cette histoire-là, je vais opérer à 4h du matin. Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça la délicatesse souvent qu'on prend les décisions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, supposons que celui qui vous vend, c'est que vous êtes un peu naïf en la matière. Il dit normalement la largeur, la surface du panneau solaire là, c'était peut-être 30 sur 40 ou 40 sur 60. Bon, comme ils ne comprennent pas grand-chose, je vais faire 60-80. Donc il va faire ce qu'on appelle un surdimensionnement. Okay. Quand il effectue le surdimensionnement, c'est à son intérêt puisqu'il va vendre plus cher. Résultat de course, vous payez plus cher qu'il n'en faut. Vous êtes d'accord? Oui. Le troisième élément, où sont les batteries? Si vous avez observé, où ils ont mis les batteries? C'est en dessous des poteaux. C'est-à-dire quand vous regardez le poteau, oui, on a incrusté en bas. C'est le cours que je faisais chez les étudiants, voilà, ils ont mis les batteries. Aucune condition de fonctionnement des batteries n'est assurée parce que les batteries doivent être positionnées de telle manière que l'air circule. Parce que la circulation de l'air a besoin de... C'est comme un ventilateur, les réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur du batterie dégagent de l'énergie. Donc, pour que la batterie puisse tenir sur les 7 à 10 ans prévus, il faut qu'il y ait ces conditionnements, il y ait ces conditions pour que la batterie puisse se maintenir. Donc, on devait mettre la batterie en haut. Il faut réfléchir. Ce n'est pas celui qui vient. C'est pour ça que les universités sont indispensables parce que moi je pose ça au problème à mes étudiants. J'ai la solution pour le moment, mais moi je dis parfois il y a des secrets de recherche. Pourquoi je dis secret de recherche? Je le dis, le Chinois qui ne l'a pas. On est dans une bataille. J'avais dit que la recherche c'est un secret d'État. Bon, les gens rigolent souvent. Je le dis aujourd'hui. Pour vous, ça ne va pas paraître bien. Le Chinois qui a très bien compris le lendemain vous propose des solutions. Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi oui. Donc, on met les batteries là. Le troisième problème, c'est la sociologie, quand on dit implication des populations. Ce n'est pas un mot. Quand vous apportez des lampadaires, c'est quelque chose de nouveau dans... Donc la curiosité, les gens par curiosité, provoquent quoi? Le vol de ces batteries. Vous savez que beaucoup ont été volés, vandalisés. Ah, oui. On ne peut pas reprocher à la population. Il faut éduquer la population. Parce que dès que vous faites des gens, les Camerounais sont sauvages, mais il faudra bien les éduquer un jour. Le problème, ce n'est pas les condamner, c'est comment les amener à intégrer ça dans leur société. Donc il y a aussi des solutions imaginables. Quelqu'un va vous apporter ça de France, il va vous dire voilà, c'est pas son problème. Le troisième problème qui est souvent quand je suis là, je discute un peu, ça concerne ce qu'il a dit, l'entretien. Malheureusement, j'ai écrit un livre dessus, je coûte très cher sur l'énergie solaire et ses applications. Le livre est disponible? C'est 80 000. Hein. 80 000 seulement? Bon, en fait, le problème qui est délicat, c'est que les livres scientifiques ne sont pas... Ils n'ont pas... Non, pas qu'ils ne sont pas à la portée. Ils n'ont pas un très grand marché. Ce qui fait que le marché étant réduit. J'ai bataillé pendant 2 ans avec la mission de sciences qui est en Allemagne. Ils m'ont dit, monsieur, on ne vous demande pas pourquoi on produit votre livre. Voilà le prix que nous on fixe. Donc c'est pas moi. Pendant 2 ans, ils ont dit que non. Bon, bref, ça c'est... Et ce livre parle d'entretien, justement. Il vous donne un cours sur l'énergie solaire, toutes les étapes, aussi bien l'ingénieur et tout. Peut-être qu'il y a des gens politiques qui... On peut le trouver où?
Je l'ai, c'est Amazon, je peux vous donner. J'aime pas beaucoup Amazon, mais je peux vous donner les coordonnées. Là, c'est l'entretien. Quand la société vous dit qu'il va vous mettre un service d'entretien, mes cheveux se dressent. À quoi consiste l'entretien d'un système solaire? Maintenant, la seule chose, c'est de nettoyer les panneaux pour que la poussière qui s'est déposée là empêche le rayonnement, c'est tout. Avec l'éponge. Bon, on va vous expliquer. C'est généralement sans eau. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de sec. Le deuxième élément, c'est de contrôler si les connexions n'ont pas eu des problèmes de dégradation. Il n'y a pas plus que ça. Donc, on ne va pas... quand vous allez signer un contrat d'entretien, vous pouvez imaginer ce qu'il va vous présenter en termes de milliards. Donc, vous voyez que c'est cette façon de jouer de notre ignorance, si je peux le dire. Donc, c'est ça que je voulais dire en termes de maturation. Quand tous ces éléments ne sont pas pris en compte, quand nous n'avons pas cette capacité de discussion avec notre interlocuteur, il se joue de nous. Je sais que nous sommes d'accord. Donc, votre inquiétude aujourd'hui, ce sont ces panneaux solaires. Est-ce que vous pensez... J'en viens, madame, je vous dis que je vais parler de maturation. Je vous donne des éléments de non-maturation d'un projet où on va nous apporter des lampadaires, on sera d'accord. Je dis la preuve, c'est que ces lampadaires n'ont pas fonctionné. 2 ans, actuellement, c'est Eneo qui les alimente. Quand vous passez, vous voyez qu'il y a un fil électrique, non, ça ne fonctionne plus au solaire. Pourquoi? Parce que les batteries ont été volées. J'entrerai même dans l'environnement. Vous connaissez le centre culturel français Zépol? Oui. Regardez, ces lampadaires sont perdus dans les arbres. Ça veut dire qu'il n'y a pas une harmonie pour embellir la ville. Vous savez, bon, pour ceux qui étaient au Maroc, vous voyez bien que les arbres sont tellement disposés que ça embellit la ville. Ça veut dire que tous ces arguments nouveaux devaient participer à rendre la ville agréable. Donc il faut faire attention au va-vite. Vous comprenez? Moi, j'ai dit que j'ai parlé de termes de maturation. Comme le temps va vite, peut-être on reviendra sur l'origine parce que c'est moi, Biaké Robert, en 2007. Je vais à Eneo, dans le cadre de mes enseignements, jusqu'on avait constaté des coupures régulières, des délestages. J'ai voulu comprendre pourquoi il y avait des délestages. Je suis allé à Eneo, le directeur de la production m'a montré la cour. Je vais vous envoyer le document, si vous me donnez pour... C'est pas un secret, c'est la recherche. Je vais à Eneo, il me donne la cour. Je me rends compte que la consommation à Douala passe du simple au triple entre 18h et 1h du matin. C'est pas moi, vous avez les courbes scientifiques que je vous enverrai. Là, c'est 2007. Donc, Mais maintenant, c'est un comportement normal. Vous savez que c'est ce que nous appelons, vous avez besoin des éléments, des données pour mener une recherche. Je vous dis, quand je constate ça, le premier réflexe, c'est que qu'est-ce qui pourrait justifier que dans la journée, on est à peu près, je prends un chiffre pour que les auditeurs se fassent une idée, on est à 1000 kW, mais à partir de 18h, ce n'est pas qu'il passe, il croit, il bondit à 3000. Il y a un problème. C'est là où je commence à dire, qu'est-ce qui pourrait justifier? J'ai dit, oui, peut-être les populations en rentrant chez eux, la consommation augmente. J'ai dit, oui, s'ils rentrent chez eux, ils ferment en ville. Et là, je me dis, comme les panneaux là, le poteau électrique, comme ça, on commence à les allumer à 18h. Hilaire qui s'y connaît, c'est qu'à l'époque, ces poteaux électriques avaient des MAF. Et les MAF, c'était 250 watts. Ça chopait là où vous, donc la puissance de consommation. Du démarrage. J'ai dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Je n'ai aucune preuve. Madame, je dis, j'ai compté, je dis, bien que Robert a compté. Du rond-point 4e là, jusqu'à l'intersection, vous aviez à l'époque 120 poteaux. Vous multipliez par 2 parce qu'il y avait 200 lampadaires. Ça m'a d'abord fait sursauter. Quand vous croyez que c'est 10. Mais quand vous dites 120, ça vous peut. Parce que c'est aussi un peu la science. Les données vous permettent d'avoir une bonne appréciation. Quand vous dites qu'il y a des lampadaires, ça ne vous dit absolument rien. Mais là, j'ai constaté qu'il y avait 240 lampadaires, poteaux électriques, avec 240 MAF. J'ai compté aussi sur l'ancienne route. J'allais vers 300. Je me suis dit, mais attends, c'est un problème sérieux. Tout de suite, je fais une extrapolation. C'est là où j'estime qu'à Douala, il y aura entre 30 000 et 50 000 lampadaires, en principe, qui fonctionnent. Vous voyez que le chiffre commence à vous faire sauter. Quand j'arrive à cette conclusion, je dis que si le MAF consomme 250 watts, les 50 000 feront un appel de puissance de 12,5 MW. C'est-à-dire que la puissance de la centrale thermique de Lokbaba. Donc vous comprenez bien qu'il y ait une augmentation. Donc j'essaye de trouver la cause. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La première question là, je fais une conférence au Centre culturel français où j'expose, parce que en fait je fais un peu dans la climatologie, je dis, nous plaignons tout le temps du changement climatique, que nous sommes victimes. Or, ce changement climatique nous offre une opportunité pour résoudre nos problèmes. Quelles sont les possibilités d'emploi que peut provoquer ce phénomène du changement climatique? La question que je pose à l'auditoire, c'est que si vous êtes amené à équiper votre ville de 50 000 panneaux solaires, qu'est-ce que vous faites? Vous les fabriquez sur place ou vous les commandez? Et c'est justement là où on va rebondir. Hilaire Marquez-Zipan, juste quoi, on va prendre une pause de 10 minutes, parce qu'il y a le Paris Mutuel Urbain du Cameroun, Charles Douglas va le faire, et revenir avec Hilaire Marquez-Zipan et le professeur Biaké Robert. Gardez l'écoute, Sacré Matin se poursuit. Notamment se fait et se poser la question, serait-ce mieux d'importer ou alors de fabriquer sur place ces lampadaires? Peut-être avant qu'il ne réponde lui-même à cela, Hilaire Marquez-Zipan, pour le cas de ces lampadaires, de ce projet, ce gros projet, ce grand projet initié par les CVUC, ces lampadaires seront fabriqués localement ou alors importés? Bon, d'abord, je pense que je félicite d'abord le professeur pour sa donnée scientifique. Vous voyez qu'il est antécédent à l'arrivée du M. Tamba au CVUC, donc il est antécédent. Donc là, je pense qu'entre lui et moi, on s'est bien compris, parce que quand les choses sont dites très clairement, la base est élaborée.
Et je vous ai dit tantôt que le CVUC, c'est une association. Oui, Donc, commune et ville unie du Cameroun. elle ne peut pas engager donc l'État du Cameroun. Et donc, maintenant, elle a initié un projet pour alléger les factures de l'éclairage public payées par les communes. Vous voyez très bien qu'il a bien expliqué. Parce que ce que le professeur doit ajouter, c'est que dans la base scientifique, cet éclairage public est payé par les communes. Et dans le cas de Douala, c'est la communauté urbaine. Et prof, je peux vous donner quelques chiffres. Ça nous coûte à peu près 2 milliards. Cet éclairage public. Par an. Par an. 2 milliards. Alors, le débat de l'orientation du choix financier se pose. Est-ce qu'on peut consacrer ces 2 milliards pour financer, ces fois-là, les panneaux solaires, afin de les alléger? Sur quelle durée? Là, il y a un modèle financier qu'il faut faire. Ce n'est pas le domaine scientifique. Le scientifique donne les éléments et le politique choisit le modèle financier. Donc, je m'arrête là pour revenir au sujet qui nous intéresse pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent. Quand les CVUC ont eu donc l'appel de Sona Design qui fait déjà les panneaux solaires en Amérique latine, le fait au Sénégal, le fait au Togo, le fait une partie du Bénin, on a donc trouvé meilleur que nous puissions prendre l'État, attaché avec l'État. Et je peux vous dire maintenant, en révélant le dossier, qu'on a commencé d'abord par le MINE, le ministère en fait de l'énergie. En principe, nous aurions dû trouver là-bas des ingénieurs ou de la qualité, de la personnalité, de la trempe du prof. Sauf que c'est eux qui disent que le projet, c'est possible. Parce que la première lettre qui nous disait le projet est possible. Et là, donc, on provoque dans une réunion avec Sona Design qui explique au directeur de l'énergie du MINE ce qu'ils sont incapables de faire. Vous voyez, je voulais que les utilisateurs comprennent très bien. Donc, il explique, il dit, OK, on peut enclencher et on trouvera le phénomène. Donc, revient donc à l'idée que vous avez soulevée. Donc, l'objectif et le but en ce qui concerne la maturation. Le parcours, vous avez dit, il est parfait. Et donc, ce projet sur ma route, je rappelle que la signature de la prise d'acceptation, de la maturation de ce projet, se tient le 23 août 2022. Où ils sont présents, les ministres de la décentralisation, le ministre de l'eau, le ministre de l'économie, le ministre... Donc, il y a un gratin de ministres qui disent, OK, nous allons donc essayer de maturer le projet dans ces différentes étapes. Et c'est eux qui posent les questions. Mais là, vous allez convenir avec moi que ni M. Augustin Tamba ne pouvait avoir la qualité d'abord de s'ingérer dans le dossier parce que l'État avait pris donc le dossier en considération et donc est fini par budgétiser cette année. Et nous avons donc constaté que dans les différentes évolutions et en traversant tout le parcours juridique qui jonche la maturation des projets, le Premier ministre, en novembre 2025, a donné son feu vert pour que le projet soit fait. Maintenant, en termes sommaires du projet, en attendant, parce qu'à l'heure actuelle, ils sont en train donc de finaliser les signatures avec BPI France pour savoir ce qu'il a fait. Je reviens donc sommaire pour que les gens comprennent. Tout le projet est financé par BPI France. C'est-à-dire que l'instrument de développement du gouvernement français qui vient chercher les marchés en Afrique. Tout comme la Chine fonctionne avec Exim Bank. Tout comme les Turcs travaillent aujourd'hui avec Exim Turquie. Tout comme. Donc cela pose le modèle de notre développement. On ne va pas rentrer dedans parce que ce n'est pas l'objet du modèle de notre développement. Il n'est pas bon, mais c'est ce qui existe. La deuxième chose, c'est que les 21 500, ça c'est ce qu'on amène tout de suite. Et le projet, en fait, c'est 106 000. Les 85 000 vont être montés sur place. On parle de milliards. Hein. Non, 106 000 lampadaires. Ah, d'accord. 106 000 lampadaires. Le projet global, c'est 106 000 lampadaires. 21 500 viennent dans cette première phase-ci. Et 85 000 viennent dans la deuxième phase en termes de montage. Donc, il va y avoir une délocalisation du montage qui va se faire. Bien entendu, le site est trouvé, c'est à Yaoundé 17e. Augustin Tamba a choisi que ça soit chez lui, c'est normal. Donc, c'est là-bas qu'on va monter maintenant les panneaux solaires pour les 85 000 qui restent. Donc, dans les 21 000, il y a donc un budget d'installation de l'usine, il y a un budget de formation, il y a un budget, il y a donc des étalages. Au moment où on va signer pour le démarrage, certainement le mois de mars, je suppose que s'il n'y a pas de blocage, c'est au mois de mars, parce qu'il y a eu le feu vert, on va donc pouvoir faire la déclinaison de comment les autres étapes vont faire. Les 21 000, c'est sur 24 mois, et les 85 000, c'est sur 3 ans. Mais les 85 000 sont montés complètement sur place. Et là maintenant, donc les premiers ne seront pas montés sur place. Non, les premiers viennent directement parce qu'il y avait une urgence. Ils voulaient monter tous les 106 000 sur place. Il faut que ça soit clair. Ils voulaient monter tous les 106 000 sur place. Mais le gouvernement dit qu'il y a tellement d'urgence que nous préférons avoir 21 500 tout de suite, mais que les autres 85 000 viennent en termes de montage immédiatement. Le calendrier électoral oblige. Hein. Tout homme politique fonctionne à partir de l'agenda. Là, ce n'est pas le prof qui c'est pas dans son domaine, ça c'est le nôtre. Et donc nous supposons que ce qui est tout à fait évident, c'est que dans les différentes étapes qui restent, dans la maturation, du moins la mise en place de ce projet, il va s'en dire qu'au moment de la signature, qui se tiendra certainement au mois de mars, ils vont faire la déclinaison. Ce que je peux vous dire en termes, c'est qu'à l'heure actuelle, l'équipe qui est à la BPI France depuis lundi
est composé de la présidence, de la primature, vous le connaissez mieux que moi, du ministère de l'économie, du ministère de l'habitat, il y a une batterie de foraux fonctionnaires qui sont là-bas pour prendre point, virgule, point, tréma. C'est eux qui ont la compétence de le faire. Est-ce que dans ces gens-là, il y a les ingénieurs de votre Trump? J'en sais pas. Est-ce qu'il y a les gens physiques de votre Trump? J'en sais pas. Mais toujours est-il qu'en termes politiques, je ne suis pas tout à fait d'accord dans ce modèle de fonctionnement parce que notre économie aujourd'hui est complètement extravertie. Nous sommes complètement mis à la risée de ce que les plus gros nous ramassent comme ils veulent et donc par conséquent on n'arrive pas. Et je peux vous dire avec insistance que Exim Bank, Chine, et là il faut faire le débat là-dessus, au modèle qu'ils mettent en place, nous ne pouvons pas faire concurrence. Nous ne pouvons pas faire concurrence. Marie-Flore, je vais vous donner un exemple, et j'espère qu'à la CVD m'écoute. Quand la Chine vous gagne un marché en réalisation, quand les Chinois gagnent un marché au Cameroun, appel d'offres, ils ne déposent pas les décomptes. C'est-à-dire qu'ils gagnent le marché, si c'est de 10 milliards, ils prennent le marché, une fois que c'est terminé, ils vous déposent à Exim Bank. Exim Bank Chine finance jusqu'au bout, sans qu'eux, ils ne déposent les décomptes pour qu'ils soient payés. Et à la fin, ils font leur facture, ils déposent auprès de leur ambassade, et c'est leur ambassadeur qui vient recouvrer l'argent auprès du trésor camerounais. Si vous ne payez pas à temps, vous dites, bon, ok, donnez-nous tel gisement, donnez-nous ceci en compensation. C'est le modèle que nous avons à l'heure actuelle. On ne peut pas y faire face. Extraordinaire. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, ce pays à l'heure actuelle. Et on ne peut pas faire face. Alors, quand vous êtes une société camerounaise, vous êtes en concurrence sur le même marché, vous gagnez le marché, vous attendez les 30% de démarrage. Ensuite, vous faites jusqu'à 40% de réalisation, vous attendez qu'on vous paye les décomptes. Ensuite, c'est pour ça que vous voyez le chantier chinois. Dès qu'ils démarrent, c'est supersonique. Ils vont jusqu'au bout et ils sont terminés. Et quand donc le Camerounais lambda arrive, il dit oui, mais les Chinois travaillent mieux que les autres. Non, en fait, ils ont mis un levier pour permettre à ce que leur société soit meilleure. Et aujourd'hui, les Européens ont compris. Ils sont dans le même modèle. Pendant ce temps, quand vous avez au Cameroun, vous voulez acheter ne serait-ce qu'un camion, on vous demande le titre foncier de votre grand-mère, le terrain de votre papa, la garantie de votre belle-mère, le machin. On vous donne tout ça. Et quand vous n'arrivez pas à faire, vous n'arrivez pas à démarrer le projet. Et en cela, on a le modèle de la caisse unique. Donc quand ça arrive au trésor, ce n'est pas la priorité de paiement tout de suite. Vous pouvez attendre et le chantier commence. Et on a par exemple la pénétrante Est, la pénétrante Ouest, que l'on construit 10 km sur 10 ans. Parce qu'il n'y a pratiquement pas d'argent. Or, quand vous avez donné aux Chinois, ça se réalise en un trait. Quand vous avez donné aux Turcs, en un trait. Quand vous avez donné aux Européens, en un trait. Et nos sociétés ne peuvent pas. On n'a donc pas mis de garde-fous pour protéger nos sociétés. Et on n'a pas donné de garanties auprès de nos PME pour qu'elles soient concurrentielles. Ça ne veut pas dire que c'est l'expérience qui nous manque. On a des intelligences comme celui du prof. Malheureusement, notre pays étant ce qu'il est, il est centralisé. Il y a un chef, il y a un modèle. Voilà. Professeur Robert Diaké, vous avez écouté attentivement Hilaire Marker-Zipan qui a présenté cette situation. Mais lorsque vous écoutez ce que dit M. Zipan, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un dossier plus politique que technique? Je suis triste à l'écouter. Ouais. Je suis très triste parce que les chiffres que vous donnez, c'est moi qui ai donné ça à la communauté urbaine. Non, je ne dis pas vous. Hein. Ah, okay. C'est pour vous établir la vérité. Okay. C'est moi qui leur ai donné des chiffres parce que je dis que c'est un travail que j'ai fait. Et je vais vous donner des rapports. Parce que je vais vous envoyer les rapports. J'en ai besoin. Parce qu'ils en ont. Ouais, j'en ai besoin, justement. Il faut que les gens qui ne sont pas à leur bonne place. Il faut savoir que quel est l'objectif visé quand on gouverne. C'est pour le bien-être des populations. D'accord? Le bien-être des populations, parce que nous, en sciences, on fait beaucoup de philosophie, de la sociologie. Le bien-être des populations, c'est quoi? C'est qu'ils puissent résoudre leurs problèmes au quotidien. Pour résoudre leurs problèmes au quotidien, il faut qu'ils aient de l'emploi. Donc, je prends ce chemin-là pour que vous compreniez quand on va mener une action. Ce n'est pas la beauté de l'action, c'est quel est le but qu'on veut atteindre? C'est créer des emplois qui donnent le bien-être aux populations. Donc, c'est ça qui conduit ma réflexion. Donc, quand je demande, j'ai la réponse, je dis entre fabriquer et importer. Fabriquer, vous êtes d'accord que le seul fait de les fabriquer au Cameroun crée de l'emploi. Ça, c'est une évidence. Maintenant, nous entrons dans le côté technique. Bon, si vous étiez à Douala, vous connaissez la maison de cycle. Mon père était directeur de la maison de cycle. On montait les vélos ici au Cameroun. Les vélos, Zéphyr. Il n'y avait pas de moteur. Aujourd'hui, madame, là, j'entre encore dans le domaine technique. Dans la fabrication d'un panneau solaire, l'élément fondamental, c'est la cellule photovoltaïque. Et la qualité du panneau solaire dépend du mode de montage. De fabrication, pas de montage. Donc, le problème qui se pose et qui est très pointueux, on peut venir monter ici, on peut monter du n'importe quoi. Bon, c'est qu'ils ont empaqueté là-bas, ils ont mis dans les bateaux, ça a réduit le volume, ils sont venus, ils ont monté. Donc, je leur ai dit qu'on n'a pas besoin d'une usine de montage ici. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin d'une usine de fabrication. Ça recrute les étudiants que nous formons. Parce que ce sont ces étudiants et que nous pouvons nous assurer que la qualité répond aux normes. Vous êtes d'accord que la quasi-totalité des panneaux que nous trouvons ici ne font pas 5 ans? La durée de vie d'un panneau, c'est 20 ans. Je vous le dis. Mais vous n'êtes pas sûr de la sécurité. Prenez un panneau chinois. Tout est inscrit en chinois. Allez, moi, j'ai été sur le terrain, je ne vous parle pas des choses que je ne connais pas. Tout est écrit en chinois. Donc Or, quand vous avez un technicien, il vous regarde, il dit que telles conditions ne sont pas remplies, donc votre panneau n'est pas crédible.
même si vous me les apportez, je dis que non, regardez, moi je ne suis pas là. Le Cameroun n'est pas là pour créer des emplois aux Français. Tout à fait. Venez ici, j'ai des universités. Non, il faut fermer les universités. Non, on va pas les fermer. Non, venez, dites-nous. C'est pour ça, dans le terme que tu as dit transfert de technologie, j'ai dit non, appropriation de la technologie. Parce que si on les fabrique ici, mes étudiants vont trouver de l'emploi. À tous les niveaux, c'est-à-dire que de l'ingénieur au technicien. Donc, c'est pour ça que quand nous avons une vision, il faudrait bien prendre en compte de tout ça, c'est que ça fait partie de la maturation d'études. Donc, si on fabrique les panneaux solaires ici, je suis allé plus loin. Pour justifier, parce que je vais entrer dans le domaine économique, parce que mon professeur Gérard, je finis d'étudier sur... Parce qu'il y a beaucoup de domaines, hein, et je finis d'étudier sur l'utilisation de l'énergie solaire pour fabriquer de l'eau chaude. Je calcule, et tu sais, jeune homme, le commerçant ne s'intéresse pas à tes calculs scientifiques. Ce qui intéresse le commerçant, je gagne combien? Bats-toi dans tes équations, là, essaie de lui montrer qu'il gagne. Donc, il y a des choses que nous on fait au laboratoire, c'est pas ça que les gens veulent entendre. C'est utile à quoi? J'ai dit, je laisse ce domaine-là, je entre dans le domaine économique. J'ai dit, il n'y a pas que Douala. Si Douala doit être éclairé, si on a une ambition de faire d'une ville Douala éclairée, c'est 100 000 lampadaires et 150 000 lampadaires qu'il faudrait à Douala. Quoi? Ouais, je vous dis. On peut faire les calculs élémentaires. Hein. Bon, vous voyez, les panneaux solaires, c'est tous les 50 mètres. Faites tous les rues, vous verrez que c'est dans les 200 000. Parce que Douala, ce n'est pas à quoi. Hein. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, je vous donne l'ordre de grandeur. Yaoundé, ce n'est pas la poste centrale. Oui, non, le Cameroun, ce n'est pas Douala Yaoundé. Dans mes études, j'ai évalué tout le Cameroun, ça fait 1,5 million de lampadaires qu'il faudrait disposer. Voilà le marché. Donc, on est un pays ambitieux, on n'a pas le nez pointé sur son verre. On se dit, s'il nous faut fabriquer les lampadaires, tout le monde en aura besoin, donc le marché est existant. Je n'ai pas à courir derrière une société pour qu'ils viennent. Ils doivent me supplier, je refuse. Je me suis engueulé avec Schneider. Oh oui, j'étais avec eux, on était à une conférence là. Ils nous expliquent que les Allemands. Oui, vraiment, je n'ai pas de complexe avec les Blancs. D'ailleurs, j'aime bien les affronter. Je dis, bon, les autres là, j'aime bien les Là, avoir c'est le scientifique qui parle. J'aime bien C'est les pas avoir le en face politique, de moi. c'est le Je leur dis, scientifique. on est en conférence, ils disent, oui, on a étudié, peut-être vous avez entendu, ils avaient apporté des kits où c'est 120 000 francs, on installe dans les villages. Oui, bon, oui. Je lui ai dit, vous croyez que nous, les Africains, nous sommes appelés à survivre? J'ai besoin de 3 lampadaires pour que ma mère regarde. Ma mère ne peut pas boire de l'eau glacée. On ne peut pas voir la télévision. Nous avons besoin de l'énergie, nous n'avons pas besoin d'une énergie de subsistance. Dans ces calculs, excusez-moi quand je m'emporte, c'est parce que ça me fait trop. Oui, non. Là, c'est le scientifique qui parle. Je leur fais comprendre qu'il avait mené une étude. Bon, vous savez, ils sont très policés quand ils vous expliquent. Oui, on a fait une étude, on a testé, ça ferait à peu près 18 à 25 000 marchés. Je leur ai dit donc, vous avez étudié le marché camerounais pour donner l'emploi aux Français. Ils vont fabriquer ça là-bas. Il était mal à l'aise. Non, c'est qu'à un moment, il faut savoir détecter là où il y a le problème. Tout à fait. Ça, c'est pour vous dire que tout ça exime, tout ça, je reviendrai dessus. Donc, vous êtes d'accord que si on fabrique 1 million, si dans la prospective commerciale, on a 1 million, c'est un marché alléchant. Oui. Si vous l'extendez à l'Afrique centrale, ou avec lesquels je discute souvent, ça fait 5 millions. Vous voyez toute la dynamique d'emploi que ça veut créer. Donc quand il a dit 8 000 emplois, moi j'avais sorti un article, parce que je parle de moi et madame, je ne parle pas. Oui. J'avais sorti un article, je dis que ça permettrait de créer 100 000 emplois. Pas 8 000, 100 000 emplois. Au Cameroun. Oui. Pour certains, ça peut nous rappeler les ordinateurs PB et HB. Non, madame, 3 ans d'expérience. Laissez le prof s'exprimer. Je continue. Quand je finis, je dis ce que je fais. Je dis ce que j'ai fait. Je vous ai demandé parce que... Là, ce n'est pas opposable à le propos de Magno Coco. Dès que je finis cette étude-là, je fais la présentation au Centre culturel français. Ensuite, je continue, je dis, s'il nous faut une usine de fabrication, il faut que j'en trouve. Je dis que j'ai commencé les débats. Je suis entré en contact avec les Allemands. Non, l'Union européenne me saisit. Ils me disent que voilà un projet de 10 milliards qui permettrait de voir si vous pouvez utiliser les énergies renouvelables. Ça entrait dans le mécanisme du changement climatique où il fallait compenser les émissions de donc. Je commence à étudier. Je comprends bien qu'il me faut une usine de fabrication s'il faut consommer. Je cherche l'Allemand avec qui on est en débat. On était dans les deadlines. Écrire un projet, je vous jure, c'est épuisant. J'ai pas pu terminer. J'ai continué mes travaux. J'ai des amis qui me saisissent. Ils disent que non, écoute, on a trouvé, je vous le nom de la société. Globo Brazil. Tous les gens là sont au courant de cette société. Le maire doit la premier le sait, puisque je lui ai donné le document. Dans la première. Oui, le maire Bassadi, le docteur Bassadi, il a le document. Le maire de la ville, bon, excusez-moi. Donc, j'entre en discussion. Pourquoi je me dis, si une société doit venir s'installer au Cameroun, il faut lui garantir le marché. On ne peut pas venir créer une société ici où on attend que les commerçants viennent acheter 1 ou 2 lampes. Donc, je dis que si la commune qui est en charge d'électrifier s'engage, le marché est sécurisé. C'est assuré. J'ai eu des débats avec la société Globo, ils finançaient tout. Parce que les mécanismes que vous dites là, je dis vraiment, il n'y a qu'au Cameroun qu'on réfléchit de manière assez approximative. Oui, c'est pas moi qui ai dit ça. Non, je dis au Cameroun. À partir de cet instant, vous voyez qu'on arrive à la même conclusion. La société me pose les conditions. Il me demande qu'est-ce qui se passe. Il m'a envoyé un questionnaire auquel j'ai répondu avec le soutien de la mairie.
Je lui ai envoyé, ok, il faut qu'on discute. On discute, ils disent qu'il faut qu'on ait ce qu'on appelle un accord. En anglais, c'est le MOU. MAU, oui, sûr. Le MOU n'a aucun engagement. Mais c'est un accord de principe. C'est un accord de principe. D'accord, le principe. On discute, on rédige le MOU. On m'a fait des propositions indécentes. J'ai dit que c'est pas la maison de mon grand-père, j'ai mis ça de côté. Vous voulez que le projet sorte du terre? Non, j'ai pris le côté, j'ai mis de côté, j'ai dit que je suis pas dans ce. Je le dis aujourd'hui, j'ai un certain âge, je n'ai plus. J'ai pas peur de dire certaines choses. Quand je finis de faire ce globo-là, projet, comment on finance? C'est là où je commence à calculer ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre. J'ai dit, madame, les centrales thermiques, parce que je vous ai parlé du central thermique de l'Ogba, c'est sur ça que je m'appuie en tant que scientifique. Tout à fait. Je me dis, ça consomme quoi? Du gaz. Le gaz émet 1265 grammes de CO2 pour chaque kilowatt d'heure consommée. C'est là où je fais les calculs. Le prix que tu entends là, c'est là où ça sort. Je ne sais pas si vous ont montré les factures. Vous comprenez? Oui. Je dis que si j'obtiens, j'ai cette valeur-là, nous allons faire tous les gens à la COP pour faire quoi? Vous avez entendu parler du marché de crédit carbone. Oui. Donc, le Cameroun était en position de dire, si vous voulez que nous ne produisons pas, on est dans la logique, vous me financez la quantité que je ne vais pas produire. Oui. Et c'est là où on gagnait cet argent-là. Donc, je n'ai pas besoin d'exime et ainsi de suite. La société qui vient construire, c'est une entreprise. Donc, il prend des actions. Il n'a pas à dire que l'État n'apporte une contribution. Je finis la démarche. Je vais au FECOM. Je fais une conférence au FECOM. Je peux vous montrer les photos. Je fais un débat au FECOM où j'explique qu'il faut que les maires s'associent pour qu'on accepte le principe qu'on va installer les panneaux solaires dans les villes. Dans ma réflexion, vous voyez bien que ça commence, parce que le problème c'est qu'il faut consolider le marché. Tout à fait. J'explique le projet, la MAF. Moi, je suis un expert privé de la conférence des parties prenantes, ce qu'on appelle la COP, sur le changement climatique. On me dit, bon voilà, prof, il y a 5 millions à 25 millions d'euros disponibles pour l'utilisation de l'énergie renouvelable. J'ai dit, bon, il y a déjà cette possibilité avec la société Globo Brazil. Entre-temps, il y a des facteurs politiques qui arrivent au Brésil. Cette société est absorbée par Spiga. Je vous donne les noms. Les gars sont prêts à travailler. Donc, dans le projet, j'intègre ça comme des parties prenantes. Ça veut dire que, vous savez, je n'ai pas besoin d'argent. Vous comprenez bien que je ne vais pas entrer dans les prix parce que si vous êtes politicien, vous connaissez l'histoire des les 1000 localités que Huawei a signé avec l'État. Et j'ai dit, quand j'ai vu les chiffres, je me suis demandé dans quel pays nous sommes. Ah oui, mais là c'est des choix politiques. Hein. Non, je vous dis, moi je vous donne mon point de vue. Je me suis retrouvé en Gaoundéré, effectivement. Pour dire qu'à un moment, j'en souffre tellement que j'ai envie de demander pourquoi je suis allé à l'école. Je vais en Gaoundéré, invité par le gouverneur, le délégué du gouvernement de l'époque. J'avais donné une conférence à Kribi où ils avaient dit que pour vraiment bien voir notre situation. J'arrive en Gaoundéré, ils m'amènent, ils ont un joli bois. Bois de Madoc. Okay. On les visite très courtois avec son. On va me montrer là où ils sont en train de faire des installations. Je vois, on dit que oui, ça c'est le projet de Huawei. Je dis, ils font quoi là? Je vois un petit technicien en train de serrer quelques boulons. Je lui demande, tu sers quoi là? Oh non, c'est un ancien tournevis. Non, c'est pas le problème. C'est là où je dis, faites attention aux gens que vous dites que vous allez former. Parce que le problème, on va dire qu'on va former, on va aller prendre les cousins, on va les mettre dedans et puis. Le gars, je lui dis que vous savez que ça là c'est mauvais. Il me regarde, je dis, comment vous pouvez venir nous mentir comme ça? Là où on a besoin de 4 batteries, vous en avez mis 24, 12. Pourquoi? Il met des batteries de 2 volts. Fois 12, ça fait 24. Je dis que vous avez une perte d'énergie dans les jonctions. Je vous parle cette fois-ci, on n'a pas besoin d'être université pour comprendre. Si vous mettez 12 batteries, il faudrait des cordes de ralliement. Il y a une perte scientifique qui est calculée. Donc, en diminuant le nombre de batteries, vous prenez 4 batteries de 6 volts et le problème est résolu. Vous avez des gars. Je dis que, il était embarrassé. Je dis, oui, non, c'est que. Voilà ce que ces gens-là nous apportent, que j'appelle les blancs. Excusez-moi d'être un peu excessif. Donc, ils profitent de ce que nous croyons, ils savent que nous ne connaissons pas. Où ils viennent. Vous dites que vous avez été. Ils étaient dans une région où tous les ministres étaient avec les directeurs. Ils s'en savent quoi? Wow. Le problème, ils sont en aval. Ils voulaient résoudre un problème juridique alors que le problème scientifique n'est même pas maîtrisé. Vous allez que la virgule n'a pas marché. On n'a pas besoin de virgule, on a besoin de rendement. Quel est le rendement énergétique par rapport à ce qu'on propose? On quitte du rendement énergétique. Quel est le potentiel emploi qui est créé? Je vous dis, en construisant une usine de fabrication de panneaux, vous le dites, les Chinois vont changer de modèle de proposition. Les Français vont changer. Et je fais exprès d'aller au Brésil. Vous suivez mon regard? Oui. Parce que c'est des gens qui sont aussi dans le processus de développement. Donc ils peuvent nous accompagner. Les autres sont dans la logique économique. Je gagne quoi? Excusez-moi, j'ai des gens qui ne comprennent pas bien. Je vais jongler. Or, quand nous avons ici, nous avons des enseignants très bien formés qui peuvent faire, comment dire, qui peut tenir le débat scientifique avec elle est contrainte à respecter les normes. Il y a de l'argent disponible au niveau des mécanismes de développement propres. Je vous dis qu'il y a de l'argent, donc on était dans le point, il était question, par exemple, que le Cameroun, avec des documents bien ficelés, aille sur le marché carbone sollicité. Et pour le marché carbone, il faut être formé. Il faut être formé, parce qu'ils ne veulent pas vous donner leur argent. Quand je dis, soyez très clair.
Ils ne veulent jamais vous donner leur argent, mais ils vous disent qu'il y a de l'argent, mais ils ne veulent pas vous le donner. Il faut être dans la subtilité scientifique pour les contraintes. Je vais prendre un exemple simple. Quand, en 86, quand Obama arrive au pouvoir, il commence à dire que oui, bon, la Chine pollue. Parce que l'Européen dit que les États-Unis polluent. Et donc, Obama dit que je ne discute pas avec vous, je discute avec les Chinois. Parce que voilà mon partenaire en termes de pollution. Je peux vous donner les concentrations. Les Chinois leur ont dit vertement, nous allons polluer tant que nous n'allons pas nous développer. Vous allez polluer pour vous développer, nous, on va aussi polluer. C'est là où ils posent la condition que, bon, si on vous donne des conditions qui vous permettent... Oui, si vous soutenez nos économies, c'est là où on va réduire. C'est là où le Brésil, l'Inde sont rentrés dans cette porte-là pour accroître leur développement. L'Inde est un des pays qui produit aujourd'hui le plus de panneaux solaires. Et le Cameroun dans tout ça? Le Cameroun, on nous a dit, madame, le Cameroun, le problème du Cameroun est lequel? C'est que nous sommes classés parmi les pays qui ne polluons pas assez. Donc nous avons le droit de polluer. C'est les termes, hein, je ne peux pas utiliser les termes trop. Donc, comme nous avons le droit de polluer, et qu'il faut lutter contre le changement climatique, on nous supplie que, ouais, pardon, ne polluez pas. Nous, on va vous donner l'argent pour que vous ne polluez pas. Vous savez pourquoi ils nous donnent l'argent? Parce que eux, là-bas, ils sont en surpollution. Ils ne peuvent pas arrêter parce que s'ils arrêtent, leur usine tombe en panne. Toutes les usines, 80% de l'activité industrielle en Europe est entretenue par les énergies fossiles. Il faut bien comprendre ça. Donc si aujourd'hui, quand ils parlent beaucoup, si aujourd'hui, on ose appliquer les textes qu'eux-mêmes ils ont dit là, ils tombent. Donc c'est pour ça qu'ils introduisent ce marchandage de carbone en disant que bon, ok, bon, laissez-nous quand même polluer. Et ce que vous voulez polluer là, j'achète. Voilà un peu le principe du marché carbone. Donc si le Cameroun est suffisamment outillé, ça veut dire quoi? Il faut avoir des calculs scientifiques vérifiables. Parce que parfois les gens vont, on va dire que tu as prouvé que tu as mis comment? Quand tu n'as pas de preuve, prends le dossier, mais à côté. Parce que celui qui est parti n'a pas d'outils scientifiques. Je vous dis, j'ai calculé pour la centrale thermique de Lokbaba. J'ai calculé un million de tonnes de CO2 qui est émis. Et j'ai donné au maire. C'est dans le rapport que je lui envoie. Sur le plan politique, il y a deux questions d'auditeurs vers Hilaire Zipan. La première question, c'est lorsque vous avez parlé des dépenses au niveau des panneaux solaires. Vous avez parlé de 2 milliards de francs CFA. 2 milliards 100. De dépenses. Et la question d'un auditeur, comment 2 milliards, pourtant en principe, ces panneaux solaires sont mis là pour réduire les dépenses. Comment on fait pour dépenser 2 milliards alors qu'on a proposé une solution qui devrait en principe coûter 0 francs à la ville? Ça, c'est la première. Et la deuxième, aujourd'hui, si le maire Tamba n'est plus là, est-ce que ce projet va survivre? Bon, d'accord. D'abord, la première, c'est que je voudrais apporter un élément de précision sur ce que le prof a dit. Vous avez vu qu'il est dans la base scientifique qui soulève un certain nombre d'éléments dans lesquels les choix politiques partent des décisions scientifiques. Je fais simple pour que les gens comprennent. Le modèle actuel de notre développement, je le dénonce depuis, c'est pour ça que je fais l'opposition, il n'est pas bon. Le modèle n'est pas bon. Je l'ai dit globalement, les choix ne sont pas bons. La deuxième chose, que ce soit en termes recherche et de financement, que ce soit en termes choix des dépenses, les deux ne sont pas bons. Vous avez soulevé dans votre démarche des éléments qui montrent qu'on peut trouver des choix d'investissement, c'est-à-dire qu'en termes de recherche subtile pour avoir des ressources, vous l'avez bien démontré, très bien. Et vous dénoncez en même temps de l'autre côté les dépenses qui ne sont pas tout à fait rentables dans les éléments de développement de ce que nous voulons en termes de bien-être des Camerounais. Et je pense que tout ça, vous avez pris beaucoup d'exemples et je suis d'accord avec vous à 100%. Mais moi, je dis en tant que politique, le modèle n'est pas bon. Donc, on peut rentrer dedans, on peut dénoncer ceci, on peut dénoncer ceci. Le modèle n'est pas bon. Globalement, il n'est pas bon parce qu'on n'écoute pas, pour la plupart, au moment de prendre les décisions, des scientifiques comme cela se doit. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on est dans un état vertical. Et là, je veux répondre en parallèle à la question de l'auditeur. Le choix est fait à partir de la présidence de la République, du gouvernement, des ministères sectoriels. Je n'y peux rien. Si on met quelqu'un qui n'est pas un scientifique au ministère de l'énergie et qu'on attend de lui un résultat, ben on peut rien, on aura des mauvaises orientations. Parce que ça dépend des collaborateurs. Je prends un cas simple pour que les auditeurs comprennent. Lorsque vous devenez ministre, ce que j'aspire, vous trouvez le secrétaire général du ministère que vous ne pouvez pas modifier, que vous ne pouvez pas changer. Vous avez les directeurs que vous ne pouvez pas modifier avant 1 an. C'est dans les textes. C'est-à-dire qu'on vous nomme ministre aujourd'hui. Avant 1 an, vous ne pouvez pas changer un directeur. Et le secrétaire général qui fait office de toutes les signatures administratives, vous ne pouvez même pas le bouger. Du coup, vous avez les mains liées. Donc, en fait, vous venez en tant que ministre, mais vous ne pouvez appliquer aucune politique. Oh, un ministre doit arriver avec un cabinet, c'est-à-dire qu'avec un certain nombre de collaborateurs qui lui permet de travailler au quotidien. Il ne revient pas au ministre de lire les dossiers, mais il revient au ministre de trancher les choix qui sont orientés sur les dossiers. C'est ça le modèle camerounais, c'est pour ça que nous voulons que ça change. Le deuxième élément, c'est que nous sommes dans un modèle de décentralisation. Et il faut que les auditeurs comprennent très bien. Il y a le pouvoir déconcentré de l'État et il y a le pouvoir décentralisé de l'État. Celui qui est déconcentré vient de la verticalité, c'est-à-dire qu'à la tête de la commune, c'est le sous-préfet, à la tête du département, c'est le préfet, à la tête de la région, c'est le gouverneur. Ça, c'est le côté déconcentré. C'est eux qui ont les leviers de l'État pour pouvoir agir au nom de l'État. Maintenant, à côté de à l'arrondissement, vous avez le maire. Il ne commande pas la police. Ça veut dire que même pour fermer un bar, il a besoin de la police. Il doit aller chercher auprès du sous-préfet qu'on lui délègue la police pour aller fermer le bar. Donc, il a l'attribution.
Il en est de même pour le préfet, il en est de même pour le gouverneur. Vous voyez que le modèle, pour faire simple, il n'est pas bon. C'est un mauvais modèle. Maintenant, je réponds à la question que dit l'autre. Il dit, les 2 milliards de factures, mais ce que j'estime, c'est les factures qui sont comprises dans le budget de la communauté urbaine. Ça, c'est les prévisions des dépenses. Quand vous payez 2 milliards de factures, par exemple, pour l'éclairage public. Et le prof vient de vous dire que si on avait mis une usine de fabrication, on va éradiquer ça pendant 20 ans. Ou si on avait modifié l'endroit où on met les batteries. Non. Là, il faut Parce que là, aujourd'hui, non, c'est non, Léo. ça c'est un autre débat. Ah, C'est-à-dire que le choix d'abord de dire que nous, on électrifie la ville au soleil. Cela oblige de faire une fabrication. Et le prof donne 2 pistes. 1, où vous utilisez la subtilité pour aller dans des grandes conférences internationales trouver l'argent. Ça, c'est la première piste qui donne à l'international. Soit, vous consolidez les 2 milliards que vous payez chaque année, que vous prévu payer chaque année. Vous mettez ça dans un budget qui vous permet de monter l'usine de fabrication. C'est les 2 choix qui nous restent à faire. Et là, il nous faut un modèle. Or, le modèle qui permet de développer la ville, c'est le FECOM. Et le FECOM en lui-même, il a pour président de conseil d'administration le ministre de la décentralisation. Encore là, il y a encore un imbroglio. Or, le président du conseil d'administration du FECOM devait être soit le président de l'association des maires, parce que c'est le budget des maires, soit le président de l'association des régions, parce que c'est les régions. Donc, il ne peut pas être le ministre. Il sait la décentralisation et il ne peut pas être commandé par le déconcentré. C'est une question de modèle. On vous dit que ce modèle ne peut pas nous permettre de développer. Et là, prof, je vous aide. Quand vous prenez, et là, les étudiants vont comprendre, le budget de cette année de la communauté urbaine, c'est 66 milliards de prévisions. Là, c'est Douala. Oui, Douala, communauté urbaine de Douala, 66 milliards de budget. Vous prenez l'ensemble des mairies qui comparent, vous ajoutez, vous êtes autour de 90 milliards. Comment, avec 90 milliards, nous n'arrivons pas à monter une usine, donc comme dit le prof, qui va nous coûter 2 milliards et va nous résoudre le problème de lampadaire. Le modèle économique et les choix politiques ne sont pas bons. Une petite parenthèse. Parce que Ils ne Cameroun sont doit pas être bons, formé. il faut qu'on les change. C'est comme si je suis embêté. Ah oui, mais c'est tout à fait normal. Parce En qu'à tant que la scientifique, vous banque, embêtez. j'ai été, en fait, à la BAD, la Banque africaine de développement, où j'ai eu à intervenir à titre de comment je peux dire, Consultant. Non, j'étais invite speaker. On avait fait quoi? Il y a une ligne de crédit à la Banque africaine. Ils ont appelé ça l'initiative africaine pour les énergies renouvelables. L'objectif étant de pouvoir l'Afrique chaque année de 10 gigawatts. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de crédit, c'est-à-dire que vous allez prendre l'argent pour faire cela. Je me demande comment, et j'en ai discuté, et comment vous ne pouvez pas aller solliciter. On fait quoi avec les banques? La banque de développement est là. C'est un choix politique, prof. Le Sénégal en a pris. La Côte d'Ivoire en a pris. Je Togo connais en a deux, trois- pris. Donc, quand vous Donc, entendez, ils ne vont pas. Donc quand vous y allez, bon, pendant la conférence, j'ai dit aux gens, il y a 3 problèmes qu'il faudrait pouvoir résoudre. Il faudrait que la fiabilité de vos installations soit assurée. Quand vous faites une installation solaire qui tombe en panne au bout de 2 ans, alors que 3 ans, alors que dans les études c'est 10 ans ou 20 ans, vous comprenez que c'est un risque que beaucoup de gens ne prendraient pas. Donc il y a des projets qui doivent être maturés. Il faut des cabinets de consultance qui s'assurent de la fiabilité. Ah, surtout pas ce mot-là, cabinet. Les gens n'aiment Non. pas entendre ça, les fonctionnaires. Pourquoi le Cameroun? Ah, non, il n'aime pas Mon ça, cher mais- Hilaire, je vais vous dire, le problème, moi j'ai fait un cours sur l'étude d'impact. Oui. Et le Cameroun est spécial. Pourquoi nos projets ne vont pas plus loin? Je vais vous expliquer en termes simples. Oui. Quand vous faites une étude d'impact, quand vous allez solliciter l'argent par exemple de la Banque mondiale, prenons 2 milliards, il n'y a pas de problème. Votre contribution, vous savez qui vous demande une contribution peut-être de 10%. Il dit que les 10% là, faites l'étude d'impact environnemental. Écoutez-moi bien, pour comprendre pourquoi tous les projets là se sont arrêtés. Ils vous disent, bon, votre contribution c'est peut-être 500 millions. Prenez ça pour faire l'étude d'impact. Vous prenez vos amis, vous prenez les cabinets locaux, ils font l'étude d'impact. Or, dans le processus d'étude d'impact, il y a le contrôle de l'étude d'impact. Donc, quand vous envoyez ça à la Banque mondiale, pour, comment on appelle ça? Pour s'assurer que l'étude a été faite dans les règles, on donne à un cabinet pour contre-expertise. Généralement, la contre-expertise demande les performances de votre étude d'impact. La banque ne vous répond pas, mais il ne vous donne pas l'argent. C'est vous comprenez que non, il n'y a pas d'argent. C'est parce que jusqu'à là, prenez la route de Douala Yaoundé. Vous savez qu'on a déguerpi les gens, on ne les a pas payés. Il y a une étude Des d'impact qui est partie. indemnisations. Donc quand vous allez, la Banque mondiale vous dit, ah, vous savez, bon, nous n'avons pas d'argent. On appelle ça des techniques contraignantes, pas contraignantes, mais on vous contraint à appliquer les règles de respect de l'environnement. Donc ce qui fait que ces études d'impact que nous avons semblant, que nous faisons semblant de ne pas prendre au sérieux, nous rattrapent. Vous faites vos études d'impact, c'est bien, c'est beau, vous remplissez un gros document, et ils prennent, ils envoient des cabinets d'experts. Un expert regarde, il dit que ça c'est mauvais, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, bon, mauvais. Il vous retourne, vous n'allez pas nous communiquer sur ce qu'on vous a dit. Vous êtes d'accord? Oui. Donc il faut bien comprendre pourquoi nous avons des difficultés. Ça fait partie de ce que j'appelle la maturation des projets. Et la deuxième question à Hilaire Zipan, si le maire Tamba n'est pas là aujourd'hui, est-ce que ce projet va se poursuivre? D'abord, c'est devenu un projet gouvernemental. Ce n'est plus un projet d'association. Donc, ça veut dire que le nouveau président des CVUC qui est là va devoir faire la continuité de l'action publique. Aussi simple que ça. Parce que ce n'est plus M. Augustin Tamba qui va signer, mais bien entendu, l'État, du moins le gouvernement du Cameroun et CVUC. Voilà, en principe, comment ça se passe. Ce n'est plus, ils ont initié au départ, mais c'est à l'arrivée. Mais il faudra bien que les gens comprennent qu'il y a une complémentarité dans l'option que nous proposons. C'est que d'autre part, les communes ne vont plus payer de factures d'éclairage et va être remplacées.
Sauf que démontre le professeur? Il dit qu'on peut faire des fabrications sur des durées de 20 ans. Maintenant, en termes de maturation de projet, il reviendra donc au conseil, parce que le maître d'ouvrage délégué technique, c'est le ministère de l'eau et de l'énergie. En principe, c'est là qu'on trouve les techniciens de votre calibre. Je ne suis pas un technicien, moi je suis un financier. Donc c'est à partir de là qu'on trouve. Et de la même manière que on va devoir maintenant le faire dans la ville, c'est l'habitat. Donc il y a un problème organisationnel au point de vue gouvernemental même qui pose un problème. C'est-à-dire que c'est le minier qui mature en termes de faisabilité technique, mais en termes opérationnalisation, ça c'est complètement de l'habitat. Mais c'est un choix qu'ils ont fait dans lequel je ne suis pas d'accord. Mais j'écoute beaucoup de choses se dire. Et je voudrais dire, parce que tout à l'heure, quelqu'un m'a écrit, de très haut placé, pour dire que non, on ne connaît rien de ce qui concerne les paris. Je souhaite, et Marie-Flore, que vous amenez la communauté urbaine, vraiment je le souhaite, dans un débat très clair. Avec le vous amenez le professeur et vous amenez, les gens comprendront. Parce que l'autre but n'est pas de donner des coups, mais c'est de faire de la pédagogie en fonction des éléments que nous avons. Parce que les gens nous disent, les expliquent qu'on développe une vie avec les pavés. Non! Non! Et je le dis pourquoi? Parce que dernièrement, je vous prends un événement qui s'est passé. À ce maire à qui je m'adresse, on a fait le tour cyclisme. Il y avait le tour de Douala. Peut-être je le rappelle ça pour qu'ils comprennent, parce que chaque Mbappé le relevé. Les cyclistes ont commencé un tour. Au deuxième tour, ils ont dit ils ne peuvent pas. C'est vrai. Parce qu'ils étaient sur les pavés. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Alors on nous fait comprendre que non, on peut développer une ville avec les pavés. Et on nous dit que non, on ne peut pas. On nous dit que c'est une voie secondaire. Alors le scientifique maintenant s'oppose aux politiques. Et je pense que le débat du scientifique, c'est de nous amener les thèses et les antithèses. Une fois que les conclusions sont faites, nous prenons la peine, nous les politiques, de faire le choix. Ok, on assume, on fait ce choix-ci, comme on a fait l'autre. Le débat n'est pas suffisamment fait dans la ville de Douala. Parce que la question que je peux leur envoyer, pourquoi il y avait du bitume avant? Et pourquoi maintenant on va remplacer par les pavés? On peut faire ce débat-là pour que les gens comprennent. Et je souhaite, je le dis, je le souhaite parce que je n'aime pas faire les bagarres d'arrière-garde. J'aime faire les bagarres publiques. Et vous avez dit, j'ai écourté un voyage aujourd'hui pour être face au prof, pour qu'on apporte. Et vous vous rendez compte que sur ce point-là, il est sur des bases scientifiques suffisamment claires, bien élaborées. Et on a la conclusion de l'autre différentiel, c'est le choix politique qui est fait. Et ça ne dépend pas de moi, prof. Je vise l'envie de le changer parce qu'on en aura besoin des pertinences au moment où nous serons à faire. Les réactions de nos auditeurs, on va sortir par là, Emmanuel Coco, parce qu'on a joué les prolongations d'une heure. C'était très intéressant. Hein. Je pense qu'on pourrait même encore continuer. Il y a des réactions sur Facebook. Je prends par exemple celle-ci, professeur Mbiake, mon prof de physique à l'université de Douala, grand homme. Ngara Rosie Tassi qui dit l'excellentissime professeur Mbiake. Il est l'un des meilleurs professeurs à la faculté des sciences, département physique de l'université de Douala. Il y a cette autre contribution pour ce qui est des lampadaires. Il faut dès le départ que cela soit fabriqué localement dès le début. La maturation devait dès le début embarquer la fabrication en créant les emplois. Si ce projet démarre dans 2 ans avec son usine, alors faisons-le dans 2 ans. On fabrique les panneaux au Kenya, comme le professeur le dit. Ce n'est pas d'un montage qu'on veut, mais de fabrication. On sait la qualité des intrants de fabrication et les panneaux peuvent être testés et renforcés. Eh bien, la seule chose que je voudrais dire, hein, vraiment, c'est pas pour réagir, c'est qu'il a bien dit, le prof. Les Occidentaux ne peuvent pas amener leur argent pour vous développer. Il faudra qu'on soit très clair là-dessus. Ils n'amèneront jamais l'argent pour vous développer. À nous de savoir comment s'y faire. Et je veux faire une digression pour que les gens comprennent. Il y a aujourd'hui une avenue, aujourd'hui dans la ville de Douala, qu'on appelle l'avenue Sima le Rex. Vous avez vu le nombre d'immeubles construits par les Chinois là-bas, c'est pas construit par les Camerounais. C'est construit par les Chinois parce qu'ils font leur marché là-bas, parce qu'ils font leur commerce là-bas. Ils n'amèneront jamais pour vous développer. Que les gens arrêtent de croire que vous irez à l'international, et le prof l'a bien dit, et vous trouverez l'argent qu'on va vous donner pour vous développer. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le rapport de force en permanence qu'il faut installer dans les relations, dans la diplomatie, pour être en position de négocier. Et Trump est très fort là-dessus. Trump, il est très fort là-dessus. Il vous dit, la démocratie n'en a rien à cirer. Tant qu'il a des intérêts américains, il fait. Le restant, il n'en a rien à cirer. Si en passant, on peut avoir la démocratie, tant mieux. Eric Yomi, il dit qu'il est dans le secteur de l'énergie et du solaire photovoltaïque. Il dit bonjour, dans le cadre du débat de ce matin, au-delà des défauts d'installation, il y a un problème matériel qualitatif. Un problème matériel qualitatif, le choix des éléments mis en œuvre. C'est sa contribution également. D'autres réactions, bon là je pense que j'ai déjà répondu au message, comment Zipa Montpellier, la réussite du projet à la seule compétence de maire. Bon ça on en avait déjà parlé. D'autres réactions, parce qu'il y en a tellement concernant le sujet. Bonjour, pour les travaux dans la ville de Douala, le docteur Roger Massandinet signe toujours un communiqué informant largement les populations du démarrage des travaux. Ça c'est pour le cas de la SCDP. J'imagine que là c'est un message qui nous vient de la communauté urbaine. Voilà, c'est Balafon qui a pas fait son travail de lui, non? Charles Elisan. Ah ouais, peut-être il faut dire aussi Balafon peut avoir des responsabilités. Est-ce qu'il y a un partenariat avec vous? Est-ce qu'il paye le communiqué? Ça, il faut dire. Il faut payer, j'ai un communiqué payant, monsieur, mon ami Charles Elisan. Il faut définitivement une réunion entre la SCDP, la CUD et les mairies Douala 1er, 2e et 3e pour trouver ensemble un site de parking pour ces camions avant leur entrée dans la SCDP pour être servis. Ah mais non, là c'est un débat, c'est un faux débat. Donc nous avons trouvé un site tampon à l'heure actuelle qui a été attribué par notamment un coup c'est le PAD, un autre coup c'est le cabinet à tout, mais ça se fait au niveau de l'Omnisport. C'est là où nous sommes les camions tampons, ils se mettent là et quand vous recevez les bons, ils viennent. Sauf que on ne donne pas dans les horaires des bons quand est-ce que vous entrez. Alors donc quand vous donne votre bon, vous êtes obligé de vous presser pour y aller. Parce que si on vous dit que bon à entrer 11h30, votre camion viendra à 11h30. Il y a une question de programmation. N'entrez pas dans les domaines que les gens ne maîtrisent pas. C'est vrai que de visu, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, mais il y a beaucoup de difficultés parce qu'il faut encore arriver et trouver du stock. Il faut encore trouver le stock du carburant. Et là, c'est un autre débat. Il y a Mwansi qui dit il faudrait qu'un jour on arrive à regrouper toutes les grandes têtes pensantes de ce pays dans une
d'une même plateforme de réflexion et de proposition de solutions et qu'ils mettent ensemble et qu'ils se mettent ensemble pour changer les souffrances des populations. Les auditeurs qui demandent le contact du professeur Bianquet, je rappelle qu'il est à l'université de Douala, hein, pour ceux qui veulent partir. Vous pouvez également le retrouver. Il a parlé de son livre tout à l'heure, le titre du livre, ils sont nombreux à demander. Le titre du livre, certainement, ils vont aller chercher chez Amazon. 80 000. C'est vrai que lui, il a dit qu'il est venu pour son sujet, il n'est pas venu pour faire la promotion d'un livre. Mais en passant, on peut l'avoir pour ça. Oui, on peut le trouver sur. Rapprochez le micro. J'aime pas beaucoup la commercialisation sur Amazon, mais vous pouvez trouver sur Amazon. Je sais pas comment dire, je suis pas trop adepte à. C'est un défaut. Ouais. C'est un défaut que j'ai pour mon travail scientifique. Bon, Quand vous cherchez, vous êtes obligé d'aller chercher. je peux remettre la page à disposition, je ne sais pas comment faire. Mais mes bureaux sont à l'école doctorale, à l'hôtel Lundé. Oui. Oui, c'est là où j'ai mon laboratoire. Je vous inviterai pour voir ce que je fais. Nous faisons là-bas. Merci, professeur, sacré professeur, salutations. Vous avez des félicitations de nos auditeurs. Il y a par exemple Léo qui dit très pertinent ce professeur pour vos enseignements. Merci. Et nous également, nous vous disons merci. Merci à Hilaire qui devait être en déplacement, mais qui est resté. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis bon, c'est moi qui dis merci. Merci, professeur Biaké. Je rappelle que vous êtes physicien, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Douala. Merci d'avoir accepté l'invitation de Balafon et revenez quand vous voulez. Merci. Ben non, il faut faire des Merci, débats sur les pavés. Oui, on va programmer. Emmanuel Coco va se charger de programmer tout ça avec la communauté urbaine. de la Voilà, ville de comme Douala. ça va arranger les problèmes. Les pavés. Merci Emmanuel. Merci Charles Douglas. Merci à Ibrahim Danasabe, Roger Paul.